C'était lorsque Matt Karsten pointa sa caméra vers les eaux bleues glacées du détroit de Gerlache qu'il pensa simplement filmer un groupe d'orques dérivant paisiblement à côté de son petit bateau pneumatique. Mais en une fraction de seconde, l'ambiance de tout l'océan changea. L'un des prédateurs les plus coordonnés de la planète venait de repérer une cible qui allait transformer le reste de l'après-midi. Mais qu'est-ce qui s'est exactement propulsé hors de l'eau pour atterrir sur le pont du bateau? La réponse vous laissera sans voix. Nous sommes l'après-midi du vendredi 29 novembre 2019. Au séjour de l'été antarctique, lorsque le soleil se couche à peine et que le grand continent blanc entre en pleine saison de chasse. Matt Karsten et son époux Anna partent pour ce qu'ils imaginent être une journée parfaite sur l'eau. Ils ont réservé le voyage de leur vie, une expédition en petit navire jusqu'au bout du monde avec Quark Expedition. C'est le genre d'aventure pour laquelle certains économisent pendant des années. Une occasion de poser le pied sur un continent que la plupart des gens ne connaissent qu'à travers les documentaires animaliers. La matinée leur avait déjà offert des panoramas dignes d'une carte postale, avec ses glaciers majestueux et ses icebergs dérivant lentement. Pour eux, c'était l'occasion d'échapper au bruit du quotidien et d'immortaliser la beauté sauvage de la nature à travers l'objectif d'un appareil photo. Ils étaient loin d'imaginer que la nature allait bientôt leur offrir un moment absolument unique. Plus tôt dans la journée, le couple avait embarqué à bord d'un petit Zodiac afin d'approcher les immenses icebergs du détroit de Gerlache. Un passage étroit situé sur la côte ouest de la péninsule antarctique. Matt, alors âgé de 40 ans, était écrivain de voyage professionnel basé dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, et fondateur du célèbre blog Expert Vagabond. Son épouse Anna, 32 ans, partageait toutes ses aventures. Ensemble, ils avaient parcouru le monde pendant des années, à la recherche des lieux les plus sauvages. Pourtant, l'Antarctique représentait quelque chose de totalement différent. Le détroit de Gerlache s'étend sur environ 124 km et regorge d'une telle abondance de vie marine qu'il est surnommé par les habitants l'autoroute des baleines à bosse. Cet après-midi-là, le paysage semblait presque irréel. Un ciel antarctique pâle s'étendait à perte de vue, seulement interrompu par les sommets enneigés de l'archipel palmé au loin. D'énormes icebergs dérivaient dans toutes les directions, leur surface illuminée de nuances de bleu électrique presque impossibles à décrire. L'eau sombre et calme du détroit reflétait ces géants de glace comme une immense plaque de verre noir. Le froid traversait chaque couche de vêtements portés par les passagers, mais personne ne semblait y prêter attention. Tout paraissait paisible au bout du monde. Pourtant, la réalité était tout autre. Matt et Anna étaient assis parmi un petit groupe de touristes répartis le long des boudins gonflables du Zodiac. Ils n'étaient pas seuls sur l'eau. Plusieurs autres embarcations de la même expédition naviguaient à proximité. Toutes maintenant une distance respectueuse avec la faune conformément aux réglementations du tourisme antarctique. Les appareils photos et les téléphones étaient prêts. Le guide scrutait l'horizon à la recherche du moindre mouvement. Peu de temps après, le moment tant attendu arriva. Un groupe d'orques fit surface dans le détroit. Les baleines ne s'approchèrent pas de manière agressive. Bien au contraire. Elles glissèrent vers les embarcations avec une curiosité presque joueuse. Leurs nageoires dorsales découpaient silencieusement l'eau sombre tandis qu'elles se rapprochaient lentement du groupe de Zodiac. Matt leva immédiatement sa caméra et commença à filmer. Les orques étaient si proches qu'ils distinguaient clairement les taches blanches près de leurs yeux ainsi que les reflets jaunâtres d'algues sur leur flanc noir. Très peu de personnes, dans le monde, ont la chance d'observer ces animaux d'aussi près dans leur environnement naturel. L'un des gigantesques cétacés nagea directement vers son objectif. Un autre roula doucement à côté du bateau. À cet instant, on aurait dit que les orques étaient celles qui offraient un spectacle aux humains. Elles semblaient venir saluer les passagers. Matt se souviendra plus tard que lui et Anna étaient émerveillés. C'était le genre de rencontre que les réalisateurs de documentaires animaliers poursuivent durant toute leur carrière. Ces orques appartenaient très probablement au type B2, aussi appelé orque de Gerlache, un écotype rare et hautement spécialisé.
Elles portent ce nom parce qu'elles sont observées dans ce détroit plus fréquemment que partout ailleurs sur Terre. Bien qu'elles soient plus petites que les immenses orques de la banquise antarctique, elles demeurent des prédateurs redoutablement efficaces. Elles voyagent en groupe pouvant compter jusqu'à 75 individus. Leur alimentation se compose principalement de manchots, complétés par du poisson, des calmars et parfois des phoques. Elles possèdent les plus grandes taches oculaires de tous les écotypes d'orques connus, et leur peau présente souvent une teinte jaunâtre causée par des diatomées. Des microalgues qui se développent dans les eaux glaciales du Sud. Les études scientifiques ont montré qu'elles peuvent plonger à plus de 600 mètres de profondeur à la recherche de nourriture et parcourir des milliers de kilomètres en effectuant de rapides migrations vers des eaux subtropicales avant de revenir en Antarctique. Intelligentes, sociales et parfaitement coordonnées lorsqu'elles chassent, elles représentent l'une des machines prédatrices les plus efficaces de la nature. Puis en un instant tout changea. Une petite forme sombre apparut à la surface de l'eau près des bateaux. Elle avançait rapidement, surgissant hors de l'eau par bonds successifs. Matt la remarqua presque au même moment que les orques. C'était un manchot papou solitaire. Ce petit oiseau, mesurant à peine 75 cm et pesant environ 7 kg, venait d'entrer directement dans la trajectoire des prédateurs les plus dangereux de son univers. La transformation chez les orques fut immédiate. Leur attitude détendue disparut. Chaque membre du groupe se tourna simultanément vers le manchot. L'accueil amical était terminé. La chasse venait de commencer. Le manchot papou est l'oiseau nageur le plus rapide du monde sous l'eau. Il peut atteindre des vitesses de près de 35 km/h et plonger à plus de 180 mètres de profondeur. Mais il faisait désormais face à un groupe coordonné d'orques capables de se déplacer à plus de 50 km/h et utilisant des stratégies collectives pour encercler et épuiser leur proie. Les calculs étaient sans appel. Le manchot ne pouvait pas les distancer. Sa seule chance était de les déjouer. Pendant plusieurs minutes interminables, il zigzagoua dans les eaux sombres avec les orques à ses trousses. Il bondissait frénétiquement, hors de l'eau, toutes les quelques secondes pour reprendre son souffle et changer de direction. Les orques se dispersaient puis se regroupaient. Certaines arrivaient de face, d'autres des côtés. Elles coupaient progressivement toutes les voies de fuite, poussant l'oiseau terrorisé dans un espace de plus en plus réduit. La scène se déroulait à moins de 30 mètres des Zodiacs. Matt, Anna et les autres touristes observaient en silence l'un des affrontements les plus déséquilibrés de la nature se dérouler sous leurs yeux. Certains passagers portaient leurs mains à leur bouche. D'autres avaient cessé de filmer. Personne n'était préparé à ce qu'ils voyaient. Ce qu'aucun d'entre eux ne comprit immédiatement, c'est que les orques commençaient à utiliser les bateaux eux-mêmes comme partie intégrante de leur stratégie de chasse. Les gigantesques corps noirs et blancs se mirent à circuler entre les embarcations, utilisant les Zodiacs comme des barrières pour bloquer les voies d'évasion du manchot et resserrer davantage l'étau autour de lui. C'était une tactique calculée et remarquablement intelligente. Mais c'était aussi une tactique qui allait bientôt se retourner contre elle de façon spectaculaire. Voici la traduction en français, sans les horodatage et mise en forme en paragraphe. Le manchot, épuisé et à court d'eau libre, prit une décision en une fraction de seconde. Il cessa d'essayer de distancer les orques et changea complètement de direction. Au milieu du chaos de la poursuite, le petit oiseau repéra quelque chose de solide au loin. Il avait aperçu le Zodiac gonflable des Karsten et instantanément, il fonça désespérément droit vers eux. L'eau à côté du bateau explosa. Sa première tentative fut un échec. Le manchot se propulsa hors de l'eau glacée avec toutes les forces qui lui restaient et percuta le côté du canot pneumatique. L'impact résonna lourdement contre le boudin gonflé. L'oiseau atteignit le bateau, mais ne parvint pas à franchir le rebord. Il retomba dans les eaux glacées, exactement là où les orques l'attendaient. Pendant une seconde déchirante, tous les passagers à bord crurent que tout était terminé. Le manchot avait utilisé son dernier sursaut d'énergie et avait échoué. Mais il n'abandonna pas. Animé uniquement par son instinct de survie et les dernières réserves de sa force,
il refit surface une fois de plus, se rassembla et sauta à nouveau. Ce deuxième bond fut plus haut, plus précis, plus désespéré encore. Cette fois, alors qu'il atteignait le sommet de sa trajectoire et commençait à glisser le long du flanc du bateau. L'un des touristes tendit la main et lui donna une légère aide pour franchir le rebord de caoutchouc. Le manchot atterrit sur le pont du Zodiac dans un bruit sourd et humide, puis s'effondra immédiatement parmi les bottes et les sacs photos des passagers stupéfaits. L'eau salée dégoulinait de son plumage noir et blanc. Sa petite poitrine se soulevait rapidement sous l'effet d'une respiration affolée. Ses yeux restaient grands ouverts, fixés sur l'eau dont il venait de s'échapper. Les orques étaient toujours là, à seulement quelques mètres du bateau. La chasse n'était pas encore terminée. Matt continua de filmer. Anna continua de filmer. Personne à bord ne parlait au-dessus d'un murmure. Les Karsten et les autres touristes restèrent assis dans un silence abasourdi tandis que l'imposant groupe d'orques encerclait le canot sans vouloir partir. Les animaux n'abandonnèrent pas immédiatement. Ils suivirent le bateau. Ils demeuraient sous la surface, observant, attendant, calculant. Certaines orques émergèrent à quelques mètres seulement du boudin gonflable, leurs immenses nageoires dorsales dominant les têtes des passagers. Soudain, le Zodiac sembla incroyablement petit et fragile. Ces animaux pesaient plusieurs tonnes chacun. Un seul choc, direct, aurait pu percer ou retourner l'embarcation en quelques secondes. Le manchot s'aplatit autant que possible contre le plancher du bateau, se cachant parmi les jambes de ces étrangers qui venaient, sans le vouloir, de lui sauver la vie. Il ne bougeait pas. Il ne paniquait plus. Il semblait comprendre, à un niveau profond, que le plancher en caoutchouc du bateau était la seule chose qui le maintenait en vie. Il blottit son petit corps contre un sac photo et fixa l'eau, figé dans la vigilance d'un animal qui avait été à quelques secondes de la mort. Pour un manchot sauvage de l'Antarctique, rester volontairement aussi près d'un groupe d'êtres humains était extraordinaire. Les manchots papous sont naturellement méfiants envers les humains. Dans leur vie quotidienne, autour des colonies de reproduction de la péninsule antarctique, ils gardent leur distance, observant avec une curiosité discrète sans jamais s'approcher. Les orques continuaient de suivre le canot. Matt les ressentait presque davantage qu'il ne les voyait, percevant la présence écrasante de plusieurs énormes corps juste sous la surface sombre. Leurs taches oculaires pâles apparaissaient lorsqu'elles roulaient dans l'eau. Les minutes s'étirèrent, lourdes et oppressantes. Le guide de l'expédition maintenait le moteur à régime constant et faisait avancer le bateau, mettant lentement de la distance entre le manchot et la troupe d'orques. Les passagers retenaient leur souffle. Chaque éclaboussure contre la coque provoquait une nouvelle montée d'adrénaline. Ils n'étaient pas eux-mêmes en danger immédiat. Mais ils se trouvaient au séjour d'une chasse active et n'avaient aucune idée de la durée pendant laquelle les orques continueraient à les suivre. Finalement, après quelques minutes à poursuivre le Zodiac, le groupe prit sa décision. Une à une, les immenses nageoires dorsales s'éloignèrent du bateau et changèrent de direction. Les orques avaient jugé que le manchot était désormais hors de portée et que poursuivre davantage ne valait pas l'effort. La chasse était terminée. Le groupe se rassembla puis disparut dans les eaux bleues profondes du détroit, laissant le Zodiac seul avec son petit passager tremblant et trempé. Au début, le manchot ne bougea pas. Longtemps après que la dernière nageoire eut disparu de la vue, il restait plaqué contre le plancher du bateau, les yeux toujours rivés sur l'eau. Son corps figé, dans la posture rigide d'un animal qui ne faisait pas encore confiance au silence. Il avait été à quelques secondes d'être dévoré vivant. Il n'était pas prêt à croire que le danger était passé. Les Karsten et les autres passagers restèrent parfaitement immobiles. Ils n'essayèrent pas de toucher le manchot, ni de le pousser à retourner à l'eau. Conformément aux directives strictes de l'Association internationale des tours opérateurs de l'Antarctique. Les passagers, dans une telle situation, doivent simplement rester calmes et attendre que l'oiseau trouve lui-même son chemin vers l'extérieur. Il n'est généralement pas nécessaire de l'aider. Le manchot partirait lorsqu'il serait prêt. Peu à peu, tandis que le bateau continuait sa traversée du détroit, la terreur qui paralysait le petit oiseau commença à s'estomper.
Sa respiration ralentit. Les tremblements, incontrôlables de son corps diminuèrent. Pour la première fois depuis le début de la poursuite, le manchot semblait presque calme. Il tourna la tête et observa le bateau autour de lui. Il regarda les étrangers accroupis près de lui, les caméras, puis les eaux sombres et glacées qui défilaient le long des parois en caoutchouc. Il semblait essayer de comprendre, à sa manière, ce qui venait de se produire. Après plusieurs longues minutes de silence, le manchot commença à bouger. Il se redressa sur ses petites pattes palmées et se dandina lentement vers le bord du Zodiac. Le bruit doux de ses pas sur le plancher en caoutchouc était le seul son abord. Matt et Anna continuaient de filmer, respirant à peine, attentifs à ne pas effrayer l'animal qui avait choisi leur bateau comme dernier espoir sur terre. Le manchot s'arrêta au bord. Il regarda l'eau. Il scruta la surface dans toutes les directions avec la patience prudente d'un animal qui avait appris le prix terrible d'un moment d'inattention. Aucune trace des orques. Le détroit s'étendait vide et silencieux à perte de vue. Au loin, des icebergs bleu pâle dérivaient lentement. La chasse était enfin totalement terminée. Le manchot tourna une dernière fois la tête vers les passagers. Pendant un bref instant, le petit oiseau et les humains silencieux se regardèrent simplement. Puis, d'un mouvement fluide, il glissa tranquillement par-dessus le rebord du Zodiac et disparut sous la surface glacée du détroit. Il ne se précipita pas. Il ne paniqua pas. Il avait décidé, selon ses propres conditions et à son propre rythme, qu'il était enfin assez en sécurité pour partir. Le manchot était monté à bord du bateau de son propre chef, et il le quittait maintenant de la même manière. Chaque instant de cette rencontre avait été dicté par l'animal. Matt et Anna restèrent ensuite assis dans un silence stupéfait. Le moteur ronronnait doucement sous eux tandis que les eaux glacées glissaient le long des parois du Zodiac. L'adrénaline quittait lentement leur corps, les laissant épuisés, mais profondément transformés par ce qu'ils venaient de voir et de vivre. Ils avaient payé pour une croisière d'expédition afin de photographier des baleines et des glaciers à distance sécuritaire. Au lieu de cela, ils étaient devenus, par hasard, un refuge de fortune au séjour de l'une des batailles les plus violentes et les plus belles de la nature. Tout au bout du monde, au cours d'un simple après-midi, ils avaient vécu un moment qu'ils porteraient avec eux pour le reste de leur vie.